Imaginons, la fin d'une journée épuisante, vous êtes fatigué, et l'idée de cuisiner semble insurmontable. Quelle est la solution? Vous saisissez votre appareil et commandez une pizza, ou vous vous stationnez devant un guichet pour un hamburger et des frites. Ce besoin d'un repas rapide, chaud, facile à trouver et probablement gras semble typiquement contemporain. C'est le reflet de l'effervescence de notre vie au XXIe siècle. Et si je vous disais que cet appétit n'est pas du tout contemporain? Et si vous pouviez monter dans une machine à remonter le temps, voyager en arrière de 600 ans, et vous retrouver sur une rue animée et sale à Londres ou à Paris, confronté à un problème similaire? Vous seriez un ouvrier du bâtiment avec une pause déjeuner rapide, un étudiant en retard pour un cours, ou un voyageur arrivé par les portes de la ville. Vous n'avez ni cuisine, ni temps, ni quelques pièces qui teintent dans votre sac. Vous avez faim et devez manger aussitôt. Lorsque l'on pense à la cuisine médiévale, l'esprit se dirige naturellement vers deux extrêmes. On se représente soit les fastueux repas des rois et des nobles, comme les cygnes rôtis, les imposants pâtés et une multitude de viandes épicées, soit les aliments tristes et monotones des paysans pauvres. Cependant, entre ces deux univers se trouvait une troisième scène gastronomique, dynamique et essentielle, le monde de la nourriture de rue urbaine. C'était le premier système de livraison à domicile, comparable aux stands de hot-dog et tranches de pizza de l'époque médiévale. C'était la nourriture des simples citoyens et elle était partout. Ce n'était pas lié à des repas raffinés. Il privilégiait la subsistance, la facilité et un luxe éphémère dans un environnement difficile. Les éléments et les méthodes différaient profondément, mais le besoin d'un repas chaud et prêt à consommer est immuable. Ainsi, explorons l'ancêtre antédiluvien, plus épicé et parfois risqué de nos aliments transformés actuels. L'époque médiévale était principalement rurale, mais son élan, son moteur de développement et d'échange, résidait dans des villes en croissance rapide, tumultueuses et surpeuplées. C'est au cœur de ces murs urbains serrés que l'industrie de la restauration rapide s'est développée. La raison était claire, une part importante de la population urbaine n'avait pas de moyens de cuisiner. Les habitants des villes arrangeaient leur vie autour de solutions fonctionnelles, pas de foyers familiaux. Les artisans, ouvriers et apprentis occupaient des logements minuscules et loués, souvent une seule pièce située au-dessus des ateliers ou entassée dans des bâtiments en bois. Ces résidences servaient exclusivement à abriter les occupants. Il manquait un facteur essentiel, une cuisine. Un simple foyer était perçu comme un luxe. Préparer un repas complet à partir de zéro représentait des défis majeurs. Cela a généré une demande étendue et constante parmi les besoins, qui se rassemblaient aux points de vente de nourriture. D'abord, il y avait les artisans expérimentés. Un forgeron, un tanneur ou un tisserand travaillait de l'aube au crépuscule. Il ne pouvait pas se permettre de fermer son atelier pendant 2 heures pour rentrer chez lui et cuisiner un repas. Il avait besoin d'un repas chaud, nourrissant et abordable qu'il pouvait avaler en peu de temps pendant une pause rapide. Puis, le flot incessant de voyageurs arriva. Les marchands, pèlerins et messagers, arrivant dans une ville après un long voyage, étaient éprouvés et affamés. Ils ne disposaient pas de cuisine et avaient dans ces besoins de nourriture immédiate. Bien que les auberges offrent des repas, les vendeurs ambulants étaient plus rapides et abordables. Les étudiants dans les villes universitaires comme Bologne ou Cambridge résidaient dans des conditions similaires, logés dans des espaces partagés sans installation de cuisine. Enfin, les personnes défavorisées étaient présentes. Pour ceux vivant sur les bords de la société, un seul pâté de viande abordable pourrait coûter moins cher que l'achat des éléments de base, farine, restes de viande, épices et du combustible coûteux comme le charbon ou le bois pour la cuisson. Le vendeur ambulant jouait un rôle essentiel, agissant comme un lieu de restauration urbaine, soutenant les travailleurs dont les efforts maintenaient son fonctionnement. Ce n'était pas un luxe, il constituait un pilier essentiel de l'organisation urbaine. Le plat principal du marché alimentaire médiéval, l'article le plus vendu dépassant tous les concurrents, était la galette de viande chaude. Cela équivalait à la version médiévale d'une part de pizza ou d'un hamburger, abordable, facile à transporter et omniprésent.
Cependant, ce n'était pas un gâteau délicat et feuilleté que l'on trouvait dans une boulangerie moderne. La croûte, souvent appelée cercueil, était un mélange épais et robuste réalisé avec de la farine bon marché et de la graisse. Son objectif principal n'était pas d'être savoureux, mais de fonctionner comme une coque résistante et comestible pour la garniture interne, permettant de la tenir sans salir ses doigts de gras. Quelle garniture c'était! Les ingrédients changeaient drastiquement selon la ville, la saison et les options les moins chères du jour. Des tourtes remplies de bœuf, porc, agneau, lièvre ou pigeon étaient communes. La viande était émincée finement et mijotée avec des épices fortes comme le poivre, la cannelle et le musc. Ces épices agissaient également comme des conservateurs, masquant l'odeur de viande un peu passée. Les saucisses étaient très appréciées parmi les mets disponibles. Les saucisses servaient de solution pratique pour recyclage toutes les parties d'un animal. Hachées, les lèvres, poumons et organes internes étaient très épicés, mêlés à de la mie de pain et de la graisse, puis placés dans une enveloppe intestinale. Cuits à la broche, au-dessus d'un feu de charbon et servis brûlant. Ce plat ressemblait à un saucisson médiéval fournissant une source rapide et riche en protéines. Cependant, les plats s'arrêtèrent pas là. Un cuisinier de rue réputé proposait une variété de plats. On pouvait acheter un oiseau entièrement rôti, un petit poulet, une tourterille ou un moineau cuit sur un feu et présenté dans un papier ou une feuille étendue. Les vendeurs de rue proposaient des pastilles, semblables à des galettes mais façonnées différemment, ainsi que des pâtés épais et granuleux faits de foie, hachés et d'organes internes vendus par tranches et accompagnés de morceaux de pain. Tout était cuit de manière visible dans la place publique. L'air empestait la viande grêlée, la graisse bouillonnante et les herbes fortes, mélangées aux odeurs plus désagréables de la ville. Cette nourriture manquait de raffinement. Il était lourd, gras et chargé de l'énergie qu'un ouvrier avait besoin pour traverser une longue journée éprouvante. Un gâteau salé pourrait apaiser votre faim, mais les friandises sucrées, vendues à bas prix, apportaient un bref instant de bonheur dans une époque médiévale sombre. La population médiévale avait une furieuse soif de sucré et les marchands se précipitaient pour satisfaire ce besoin. Le sucre, importé à un prix prohibitif depuis des contrées lointaines, était toujours un luxe réservé aux classes privilégiées, tandis que le miel abondait comme élément clé dans des plats appréciés. Imaginez marcher sur une route animée, submergée par l'odorant mélange de pâte chaude et de caramel sucré. C'était le cri du fabricant de gaufres. Les vendeurs employaient un appareil en fer à long manche, ressemblant à un fer à gaufres actuel, mais placé au-dessus d'un barbecue, pour verser un mélange simple et le transformer en disques dorés et croquants. Ce n'étaient pas les gaufres compactes et légères que nous connaissons aujourd'hui. Elles étaient plus légères et plus croustillantes, souvent façonnées en cônes ou cylindres lorsqu'elles étaient chaudes. Pour un petit supplément, elles pouvaient être décorées avec un filet de miel ou parsemées de poudre d'épices, telles que le gingembre ou la cannelle. Un plat populaire était la crêpe ou la galette, désignée par divers noms locaux. Un cuisinier doté d'une plaque brûlante pouvait élaborer une douzaine de ces articles par heure, les remettant chauds et récents à une file incessante de clients. C'était un plaisir essentiel et abordable, accessible à tous les groupes sociaux, des jeunes étudiants aux secrétaires de haut clerc. Pour une option plus consistante, il suffisait de trouver un commerçant vendant du pain de gingembre parfumé. Ce modèle s'écartait du pain de gingembre souple et à texture de gâteau que l'on avait l'habitude de découvrir. Le pain de gingembre antique était un dessert dur et compact élaboré à partir de restes de pain, de sirop et d'une forte dose de gingembre accompagnée d'autres épices. Il était souvent façonné avec des moules en bois complexes pour créer des sucreries représentant des saints, des animaux ou des rois, devenant un article recherché aux foires et fêtes religieuses. La liste s'élargissait davantage. Les clients trouvaient des fruits enveloppés dans un sirop épais à base de miel ou de sucre. Des mets consistaient en petits gâteaux sucrés ressemblant aux beignets médiévaux, des morceaux de pâte frits et recouverts de sucre parfumé. Les boulangeries proposaient des pâtisseries sucrées et des petits gâteaux au miel.
Ces plaisirs étaient l'équivalent médiéval d'une barre de chocolat ou d'une boule de glace. Ces aliments offraient un boost immédiat et abordable d'énergie et de bonheur, une petite rébellion contre la monotonie des plats salés quotidiens. La ville médiévale possédait un paysage sonore unique, une symphonie chaotique composée de cloches d'église résonnant, du bruit des roues de chariots en bois sur les pavés et du incessant bruit de 1000 conversations. Cependant, les sons les plus persistants et captivants provenaient des cris des marchands ambulants vendant leurs produits. Aucun panneau, logo ou affiche publicitaire n'était présent à l'époque. La seule technique de commercialisation d'un cuisinier reposait sur une voix forte. De l'aube au crépuscule, les rues résonnaient de ses appels rythmés et incessants. Pain fumant. Pain tiède. Un vendeur lançait des cris. Porc et volailles frais à disposition. Venez savourer. Pâtisseries et biscuits aromatisés, s'exclama un autre vendeur. Chaque cuisinier utilisait un cri spécifique, un signal sonore pour percer le bruit et attirer les clients affamés. C'était un lieu de vente direct dynamique où la voix la plus audible dominait les échanges quotidiens. L'endroit incarnait un modèle d'efficacité organisationnelle de l'époque médiévale. Il ne possédait pas de meubles standards ni d'édifices permanents. Cela consistait en un kiosque en bois simple, un grill à charbon portable ou parfois un grand panier tissé porté sur la tête du vendeur. De multiples activités étaient dirigées par des commerçantes, désignées comme pâtissières ou brassières, qui cuisinaient avec des équipements limités près de leur domicile ou dans des espaces dédiés du marché. Toute l'installation était mobile et se montait rapidement. L'atmosphère autour de ces étals ressemblait à un champ de bataille olfactif. L'odeur captivante de viande grésillante, pâtisserie croustillante et épices sucrées de la poêle à waffles planait de manière intense. Ce parfum séduisant entrait en conflit brutal avec l'odeur tenace de la ville, déchets putréfiés, débris animaux et puanteur des foules. Suivre l'odeur des plats chauds impliquait de traverser un mélange dangereux d'effluves désagréables. L'échange était d'une rapidité implacable. Un client avec peu de monnaie approchait, désignait une tarte ou un pain, puis remettait ses sous. Le cuisinier, dont les mains n'avaient probablement pas été lavées depuis des heures, saisissait l'assiette, l'enveloppant peut-être dans une feuille ou un morceau, puis la transmettait. Aucune place pour des échanges courtois. C'était le summum de la vitesse. Prenez-le fumant, obtenez-le sans délai et dégustez-le en marchant. Le plat que vous avez pris pour peu d'argent dégage une odeur de pur enchantement. La pâte est brûlante, la sauce bout, et les parfums de poivre et de girofle éveillent les sens. Cependant, en commençant votre premier morceau, un doute insistant pourrait surgir dans votre conscience actuelle, ce qui, exactement, compose cette chose. Dans le domaine spontané et insalubre des mets médiévaux, cette question était extrêmement judicieuse. Le danger principal provenait de la provenance des produits. L'appât pour les cuisiniers de tricher était écrasant. La viande fraîche, elle était chère, tandis que la viande vieille était pas chère. Cela aboutit à un complot que certains historiens nomment la grande conspiration de la pâtisserie. Une tarte à la viande était un subterfuge culinaire parfait pour cacher de la viande d'origine douteuse. Était-ce vraiment du bœuf? Était-ce un cheval à la fin? Était-il récemment obtenu ou laissé à pourrir? L'usage abondant d'épices délibérément dissimulait l'effritement, trompant les convives. Les cuisiniers sans scrupules utilisaient parfois des bêtes malades ou des déchets rejetés. Les œuvres satiriques raillaient les plats avec des éléments macabres, soulignant la peur sociale concernant l'authenticité de la nourriture. L'absence choquante de propreté était incontestable. La compréhension actuelle des microbes était très en retard. L'eau provenait de puits communs, souvent contaminés. Les mains qui avaient touché votre monnaie sale préparaient aussi vos repas. Les ustensiles étaient nettoyés avec des chiffons sales ou pas du tout. Les mouches perturbaient souvent les repas et la saleté des rues tachait inévitablement chaque plat. Les repas pollués, appelés douleurs intestinales intenses, provoquaient souvent des conséquences douloureuses ou mortelles. Les autorités locales percevaient clairement ces risques. Ils menaient une bataille constante contre des commerçants non fiables. La plupart des villes avaient des lois sur la distribution alimentaire et les groupes professionnels avaient leurs propres directives.
Des inspecteurs officiels, appelés confrères de la bière ou goûteurs de nourriture, arpentaient les marchés, et les punitions pour avoir été pris à vendre des produits avariés étaient strictes et publiques. Un cuisinier malhonnête pouvait se retrouver conduit dans les rues avec des aliments avariés attachés au cou, puis enfermé dans la place publique pour une journée de honte et de violence de la part de clients exaspérés. À la fin, chaque achat auprès d'un vendeur ambulant comportait une incertitude. Vous pouviez obtenir un plat savoureux et nourrissant qui vous maintenait en éveil pour le reste de la journée. Ou bien, vous pourriez subir un billet aller simple vers 3 jours d'horribles maladies. Des millions de citadins médiévaux affrontaient des risques quotidiens sans alternative. Comme observé, les rues médiévales n'étaient pas seulement des endroits de souillures et de misère. Elles étaient des lieux animés, odorants et parfois dangereux de restauration en plein air. Le domaine du vendeur de pâté et du préparateur de friandises semble impensablement éloigné, séparé par des siècles d'évolution historique. Cependant, des signes de leur métier persistent dans notre monde actuel. Les besoins fondamentaux qui ont inspiré la restauration rapide médiévale alimentent aujourd'hui notre marché des repas rapides, bouleversant les finances. L'urgence d'un repas rapide pendant une pause de travail courte. Le besoin d'un plat chaud et prêt à consommer lorsqu'il n'y a pas de cuisine ou qu'on manque d'énergie. La recherche d'un repas abordable et riche en calories pour maintenir la productivité quotidienne. Le désir commun d'un petit plaisir sucré pour atténuer les charges quotidiennes. Les progrès technologiques ont évolué, les pratiques d'hygiène se sont améliorées, mais la faim reste primitive. Lorsque vous achèterez prochainement un hot dog à un kiosque de rue, dégusterez une pâtisserie farcie de viande ou vous offrirez un beignet frais, pensez à vos ancêtres médiévaux. Ils ressentaient également la joie simple de manger en déplacement. Ils équilibrèrent le choix entre facilité et valeur, vivant dans un monde où la nourriture rapide était à la fois un besoin quotidien et un danger potentiel. L'empreinte des snacks médiévaux ne réside pas dans des formules gastronomiques transmises à travers les générations. Leur véritable influence persiste dans l'énergie des vendeurs ambulants, le marchand osé vantant ses produits, et le client pressé cherchant un repas rapide. Une révélation marquante indique que nos comportements actuels s'inscrivent dans des traditions anciennes. Leurs origines s'appuient sur un édifice construit depuis des siècles dans les ruelles étroites d'une société similaire à la nôtre.